tous et merci d'être avec nous. Nous sommes ici le 22 septembre 2022 à l'Arsenal de Metz. Merci à François Grosdidier de nous avoir accueillis dans cet écrin acoustique, on peut dire les choses, pour cette table ronde que j'aime particulièrement parce qu'on va parler d'équilibre territoriaux et d'aménagement du territoire et surtout de voir quels sont effectivement les rôles moteurs joués pour les professionnels de l'immobilier avec tous les équilibres que cela suggère. On a des industriels, des élus qui sont autour du plateau. J'aimerais qu'on accueille Olivier Bugette, président fondateur de la boîte IMO. Bonjour Olivier. Bonjour. Applaudissements Bonjour, pour Olivier bonjour. Bugette, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je ne vais pas bouder mon plaisir de l'avoir sur le plateau. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. C'est un ami qui a été un grand président de la FNAIM. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le passe-président de la FNAIM, mais aussi président d'Abilis, qui est un acteur du logement social. C'est Jean-François Buet. Bonjour à tous. Je suis très heureux de t'avoir sur le plateau, Jean-François. Merci d'être avec nous et d'être déplacé. Des élus comme on les aime, comme ils devraient être incarnés, maire d'une petite commune, vice-président de l'Eurométropole en charge du plan local d'urbanisme, et c'est pas une mince affaire. En tout cas, on devrait laisser les élus locaux faire au quotidien leur travail. J'ai le plaisir d'accueillir Henri Hasser. Bonjour Henri. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le Graal. Voilà. Je suis très heureux de l'avoir sur le plateau. C'est la première fois que je l'ai, donc on va tâcher d'être à la hauteur. Il est aussi un homme politique inscrit fortement dans les équilibres territoriaux dans sa localité. Il est depuis 1989 d'ailleurs le maire de sa commune, c'est Saint-Cyr. Il est aussi le président fondateur du groupe Arche. C'est un grand monsieur de l'immobilier. Philippe Briand. Je vais commencer par vous, Philippe. Vous avez cette particularité d'être finalement à cheval entre deux fonctions, j'allais dire deux engagements, pour ne pas dire même vocation. Vous avez eu, dans votre parcours, cette vocation très tôt, hein, parce que vous avez commencé comme attaché parlementaire, vous avez été en son temps le plus jeune maire d'une petite commune, vous avez été remarqué, vous avez gravi tous les échelons, et vous avez de façon empirique, à partir de rien, comme quoi à partir de rien on fait beaucoup, fondé aujourd'hui ce qu'on peut appeler le premier groupe immobilier français sur tous les domaines. Au-delà de la rétrospective dont vous pouvez être fier, Philippe, vous avez su joindre effectivement cet engagement sociétal. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir quand vous dormez, parce qu'entre la fonction de maire, vous avez été aussi président du conseil régional, vous avez occupé à la métropole des postes clés, vous avez été aussi membre du gouvernement. Voilà, je vous dis comment on fait. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme première question, du point de vue à la fois de l'industriel et du lieu local, est-ce qu'on devrait pas dire, dans l'aménagement territorial, dans ces défis territoriaux, qu'on laisse cette idée que les élus locaux, aux premières loges, peuvent être maîtres de cet aménagement dont on rêve tant aujourd'hui? Oui, mais c'est vrai parce que les élus locaux ont du bon sens. La difficulté de la politique aujourd'hui, c'est qu'on est bien souvent gouverné par des gens qui sont devenus hors sol. Pour reprendre une parole d'Audiard, on est gouverné par des gens qui fixent le prix du poireau et qui seraient infoutus de faire pousser des radis. On a décidé un jour, parce que c'était populaire et probablement qu'il devait y avoir une élection à la clé, qu'on ne permettrait plus le cumul entre le rôle de député ou de sénateur et de responsable d'une collectivité locale. Le jour où on a fait ça, on a perdu le sens de l'orientation. On a envoyé à l'Assemblée nationale des élus qui ont des qualités, comme tous les élus, qui ont des qualités professionnelles, des qualités personnelles, mais qui sont plus imprégnés dans les territoires. Et tout un chacun, au moment où on fabrique la loi, donne son avis, plein de bonne volonté, plein de bons sentiments. Mais dans une même loi, on peut trouver des avis qui sont totalement contradictoires. J'ai entendu parler ce matin, on dit peut-être qu'on va avoir une crise gilet jaune dans le logement. Je ne sais pas si ça sera des gilets jaunes, mais on va avoir une crise. Construire est de plus en plus difficile. La France, pour qu'elle aille bien, il faut qu'elle délivre environ 4 à 500 000 nouveaux logements par an.
Or, on est à une période où il sort très peu de permis de construire. Pour dire les choses, je parlais avec la franchise qui me caractérise. Dans toutes les métropoles qui sont passées au vert ces derniers temps, il y a des métropoles qui sont très importantes, la volonté est de limiter drastiquement la construction. Donc, on est passé petit à petit de 450 000 logements à 400 000, on va franchir la barre des 300 000 et on va manquer de logements en production. Et parallèlement, dans cette espèce de Grenelle de l'environnement, on nous dit vous ne pourrez plus louer les logements. Et plus louer les logements. Si vous retirez du marché qui est déjà tendu France entière, si vous retirez des logements qui ne pourront plus être loués, et si on ne produit plus de logements, vous aurez des gens qui seront en situation de ne plus trouver à se loger. Parce que la vie est ainsi faite, parce qu'on déménage, parce qu'on a des mutations, parce qu'on a divorce, parce qu'on a accroissement de population. Et les seuls qui sentent ça, qui le sentent le plus, ce sont les élus locaux. Les élus locaux, ils sont confrontés à ça. Mon collègue et moi, comme maire, on a encore des gens qui viennent nous voir pour nous demander à être logés. On veut essayer de produire des choses. Il y a 10 ou 15 ans, quand on avait nos plans d'occupation des sols, version simplifiée du droit de l'urbanisme, on décidait de construire, de créer une ZAC et d'implanter. Allez, on mettait 18 mois et on commençait à construire. Et puis petit à petit, maintenant, on se retrouve dans une situation entre le moment où on veut faire quelque chose et le moment où on va commencer à faire la chose. Il nous faut au minimum 5 ans, quand il n'y a pas de délai de recours. Parce qu'il y a un sport national. Vous avez un immeuble qui se construit pas loin, vous déposez un recours, vous essayez de négocier avec le promoteur, quelquefois pour qu'on pourrait toucher quelques sous. Enfin bref, tout contribue à bloquer la machine. Mon excellent collègue, qui va prendre la parole tout à l'heure, je le félicite, il est en train de faire le PLUI local. Vaste chantier, ça va durer des mois et des mois. Et finalement, on risque d'avoir encore un empilement supplémentaire là-dessus. Je vais vous dire, je ne suis pas nostalgique de l'ancien temps, mais c'était beaucoup plus simple quand les maires avaient une autonomie locale et du bon sens. Quand un maire s'occupait bien de sa commune et qu'il construisait bien, il était réélu. Quand il débordait, il n'était pas réélu. Il y a des maires qui ont chuté à cause de l'urbanisme. Et on devrait revenir à des choses beaucoup plus simples. En fait, la France est devenue une machine à complexifier. Et il faut sortir de ça. Merci, merci. Une belle introduction. Est-ce que ce n'est pas Georges Pompidou qui disait à un moment donné il faut cesser d'emmerder les Français? Voilà. Donc, parce que ce que vous avez dit, Philippe, est tellement vrai que c'en est même assez triste, pour ne pas dire même grotesque, toutes ces injonctions normatives, mais qui sont contraires, des contraintes opposées, émanant du même appareil. C'est là qu'on peut s'interroger. Je vais vous donner un exemple, moi il me fait beaucoup rire, j'adore ça. Je suis président de la métropole, je vois le maire de Tours, comme toutes les grandes villes, il est désargenté. Il me dit, mon vieux, il faut changer toutes les fenêtres de la mairie. Je dis, t'en as pour un paquet? Ah, il me dit, il y en a pour 2,4 millions. Et ça fait des sous. Ah, je dis, écoute, la métropole, on va te donner 800 000. La région veut mettre 800 000. Toi, tu mets 800 000. Donc, on bloque 2,4 millions de fonds, chacun 800 000. C'était en 2017, 18. Voilà. Alors la région a un tropisme vert important. Et les Verts disent d'accord, on veut bien que vous fassiez la rénovation énergétique, mais on veut des matériaux biosourcés, il faudra mettre des fenêtres en bois. Bon, mettons des fenêtres en bois. Mais l'architecte des bâtiments de France, qui vient, il dit, mais votre bâtiment, c'est un bâtiment des années 70, c'était de l'alu. Vous ne pouvez pas mettre des fenêtres en bois. Je veux des fenêtres en alu. Alors, on essaye d'entreprendre un dialogue. Nous sommes à la 5e année du dialogue. Depuis 5 ans, 2,4 millions sont bloqués dans ce petit coin attendrissant de Touraine, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à les mettre d'accord. C'est ça, l'ambiance française. Je peux vous dire, des fois, c'est lourd à porter. Et ce sont les mêmes qui vous emmerdent à vous dire qu'il va falloir rénover les immeubles à grande vitesse alors qu'il n'y a pas les sous pour le faire.
Non, je vous le prévois à l'avance, je ne veux pas être cynique, mais ça ne marchera pas. Quand une loi n'est pas bonne, il faut refaire la loi et on sera obligé de reconsidérer la loi pour faire cette rénovation énergétique de nos immeubles. C'est très clair. Applaudissements. Henri Asser, vous êtes en charge du PLUI. On peut dire que c'est un sacré morceau. Et en plus, vous avez cette particularité, Henri, c'est d'être maire d'une petite commune de moins de 10 000 habitants. Et c'est pas en Saint-Martin. Alors, expliquez-nous d'abord le rôle que peuvent avoir les métropoles avec les équations. Moi, je voudrais juste rajouter à ce que disait Philippe, moi j'ai l'impression qu'on vous a transféré sur le plan de l'exécutif, sur le plan central, avec une vision peut-être un peu trop jacobine des compétences, mais si on y associait les recettes. Vous avez compris que je fais allusion essentiellement aux leviers fiscaux dont bénéficient les élus locaux, qui leur font cruellement défaut, et au même moment, vous avez des administrés qui vous enjoignent de se loger, de construire, et parfois c'est même les mêmes qui vous disent « je veux pas une grue en face de chez moi », et c'est le même qui va vous dire le lendemain matin « il faudrait loger mon fils, mon gendre ou mon neveu ». Voilà, comment on fait quand on est sur ces équations-là? Et juste rappeler aussi le rôle majeur que peut être le PLUI dans la métropole. Henri. Déjà, la première des qualités requises aujourd'hui pour un élu, c'est d'accepter de vivre dans le paradoxe. Et pour un élu local, c'est d'être une espèce de rouage central qui dépend d'autres rouages, l'État, d'autres collectivités territoriales. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le millefeuille administratif. Et puis surtout, c'est de faire face, comme le disait mon collègue, à ce que moi j'appelle du matin au soir, en faisant le geste, des injonctions paradoxales. On nous dit qu'il faut loger les gens à proximité des lignes de transport, etc. Je prends l'exemple de ma commune, la proximité des lignes de transport, c'est une zone inondable. Bon, j'ai du mal à construire en zone inondable. J'ai beau leur expliquer que dans une vie antérieure, j'ai beaucoup travaillé avec le port de Rotterdam et la ville de Rotterdam. Quand j'allais à Rotterdam, je voyais sur mon GPS moins 20 mètres, moins 25 mètres par rapport au niveau de la mer. Eux, ils savent vivre avec des inondations. Nous, on a un peu de flotte qui vient de temps en temps, mais on nous bloque tout. Donc, on réduit au maximum l'enveloppe territoriale constructive. Et là-dedans, on doit mettre un maximum d'immeubles. En même temps, nos concitoyens nous disent « moi, je ne veux pas de voisins ». La règle, c'est le dernier arrivé ferme la porte et puis c'est terminé. On nous parle de densité, on nous dit qu'il va falloir remplir les dents creuses et urbaniser dans les communes qui ont plutôt un caractère urbain. C'est complètement hallucinant. On a dans cette métropole, si je prends la métropole Messine, une caractéristique forte, c'est que en fait, sur les 46 communes qui composent la métropole, on en a 11 qui ont un caractère urbain et tout le reste ont un caractère qu'on appelle périurbain ou rural, dans lesquels il y a des surfaces constructibles, dans lesquelles on peut trouver des formes d'urbanisation qui soient compatibles avec le développement durable. Alors, je ne rentre pas dans la définition de la compatibilité avec le développement durable, parce que je ne l'ai jamais trouvé, que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais comme c'est un langage technocratique que j'entends tous les jours, je le réemploie parce que je me dis que c'est une façon de vous endormir gentiment et de vous faire croire que c'est la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution, mais tant pis, c'est comme ça. Je veux dire, on nous dit là, pas de possibilité de construire dans ces communes. Toutes les zones AAU qui ont plus de 9 ans et qui n'ont pas été ouvertes à l'urbanisation, on les supprime. Toutes les zones de AAU, on en fait des zones N. Alors, N, ça veut dire naturel, ça veut dire non constructible. Après ça, on vous dit... il va falloir faire une étude environnementale pour détecter les zones humides. Je peux vous dire que des zones humides, nous, dans cette métropole, on en a. On est un pays où il flotte quand même si cet été, ça a été un peu particulier, mais des zones humides, on en a. Alors, dans les zones humides, vous avez forcément des crapauds, des machins, des trucs, etc. Donc, vous enlevez toutes ces zones-là. Finalement, il ne vous reste plus rien. Il ne vous reste plus rien, mais à côté de ça, on vous dit qu'il faut mettre en place une politique du logement. Il va falloir accueillir, parce qu'on est métropole, on accueille forcément beaucoup de gens, et contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de gens qui ont des revenus très faibles et qu'il faut donc accompagner dans le logement. Et c'est très compliqué, ça coûte très cher.
On n'a même plus de place pour construire ces logements. Et puis, comme vous le dites, il faut réhabiliter les logements. Donc on est constamment dans l'injonction paradoxale. Il faut tenir compte aussi des réactions de nos concitoyens, parce que les élus que nous sommes, on est en première ligne, et forcément, on a nos concitoyens en face de nous qui ne veulent pas qu'on construise des immeubles plus hauts que le leur, plus larges que le leur, etc. On est dans le paradoxe permanent. Moi, je pense que autant les maires ont pu jusqu'à présent entretenir des rapports cordiaux et constructifs avec les intervenants du marché immobilier, que ce soit les agents immobiliers, que ce soit les promoteurs, les constructeurs, les lotisseurs, les aménageurs, autant là, j'ai le sentiment, presque la conviction, qu'on va arriver dans une situation extrêmement figée, où un promoteur n'aura plus d'autres ressources quand il aura enfin trouvé un terrain constructible que de se battre contre la mairie en disant le PLU, réglementairement, parce que n'oublions pas que là on est au niveau du droit réglementaire, c'est le droit de l'urbanisme, c'est le code de l'urbanisme, c'est extrêmement important et en même temps c'est susceptible de recours à chaque fois, où le promoteur n'aura plus d'autre choix que de dire au maire, d'après le PLU, je peux faire 65 logements, je fais 65 logements. Vous me demandez d'en faire 40 ? Non, j'en ferai 65. Vous n'êtes pas d'accord, je vous attaque pour excès. C'est de plus en plus le cas. Vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, ça c'est une situation. Alors, je suis, comme monsieur, excusez-moi, je suis un vieil élu. Oui. Moi, j'ai été élu maire en 95 et je suis depuis 1983 au conseil municipal. Je veux dire, c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait inconcevable. Je suis à Metz, je me bats pour cette métropole, je me bats pour ce territoire, je connais beaucoup de promoteurs, je connais beaucoup d'intervenants de l'immobilier. Dans la salle, j'ai beaucoup de connaissances. Je ne me vois pas leur dire je ne veux plus discuter avec toi, je ne veux plus travailler avec toi, je ne veux plus t'écouter. L'essence même du métier de constructeur, c'est d'être en collaboration avec l'acteur de terrain, avec le maire ou l'autorité compétente, pour trouver les bonnes solutions. Et là, on nous dit non, c'est terminé, ces rapports de confiance, c'est plus possible. J'ai parfois le sentiment, je suis secrétaire de la Fédération des Scots et j'ai la chance, entre guillemets, d'aller travailler avec ce que j'appelle les macrocéphales qui nous dirigent depuis Paris. Et lorsque je discute avec eux, alors ça se passe à la tour Sequoia à la Défense, on est quelques collègues, chaque fois qu'on sort de là, on fait comme ça. Ah, est-ce qu'on rêve ou est-ce qu'on est vraiment dans le même monde ? Et nous, les élus locaux, j'ai l'impression qu'on est toujours suspectés d'être des collabos, des collaborateurs de l'acte de construire, des collabos, des gens qui veulent faire de l'argent comme si on s'enrichissait, etc. C'est complètement schizophrénique. On est dans une situation totalement schizophrénique, et alors en plus des dogmes environnementaux qui, à mon avis, vont exactement à contre-courant de ce qu'il faudrait faire, parce qu'on va de plus en plus éloigner les gens, les classes moyennes basses, de l'emploi. Et les gens plus modestes, à la fois de l'emploi, mais également des zones d'habitat qui sont drainées par des services de transport en commun, sachant que les gens plus riches ne les utilisent pas, les transports en commun. Voilà, je ne vous avais pas menti, hein, ça fait plaisir d'avoir un élu de cette qualité. Applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Ce que vous dites est d'autant plus important que, rappelez-vous, dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, la défiance à l'égard des élus locaux, pour quelqu'un quand même qui n'avait jamais eu de mandat politique avant, je précise, et qu'ensuite, avec la crise des Gilets jaunes, un amour retrouvé des élus locaux, on a vu dans la conjoncture du Covid l'importance que vous avez eue, vous les élus locaux et les maires de petites villes. Je m'en suis entretenu avec le nouveau président de l'AMF, David Lisnard, maire de Cannes, et c'est intéressant à quel point vous redevenez hyper bankable dans un contexte délétère et une crise sociale qui peut effectivement être assez tendue, vous le rappelez, parce que je rappelle que les injonctions que vous recevez, c'est l'injonction de loger tous vos administrés, mais quand vous logez vos administrés, Philippe et Henri, vous pensez aussi aux infrastructures, aux écoles, aux crèches. Il ne suffit pas que de construire, il suffit aussi d'aménager autour. Jean-François Buet, président de la FNAIM, fondateur d'un groupe immobilier depuis très longtemps, un acteur. On a eu le plaisir ensemble d'être avec François Rebsamen à Dijon, un maire extraordinaire qui a transfiguré la ville de Dijon, et président maintenant d'Abélis,
un acteur du logement social. Je pense que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'en France, on n'a pas ce côté volontairement schizophrène, même quand vous étiez aux affaires à la tête de la Fédé, entre un discours politique qui est optimiste, constructif, en disant il faut le G, on va vous aider, et paradoxalement, des contraintes et des injonctions normatives qui vous empêchent de fonctionner correctement. Et on a toujours l'impression que les syndicats sont toujours à la merci d'un exécutif et essayent de toujours trouver le compromis pour pouvoir travailler. Finalement, est-ce que, quelque part, c'est pas une façon de payer pour pouvoir travailler sereinement ? Oui, en fait, je partage bien entendu le sentiment des deux personnes qui sont intervenues avant nous. Je connais bien Philippe, monsieur le maire, je partage complètement vos sentiments, j'ai été moi-même élu municipal, et aujourd'hui, en tant que président d'un bailleur social, premier bailleur social de Bourgogne, filiale d'Action Logement, nous rencontrons d'énormes difficultés pour, 1, trouver des fonciers, 2, avoir les permis de construire. En plus, si jamais on nous dit, bah oui, c'est bien, là, le PLUiHD vous permet de faire 5 étages, mais nous pensons qu'il serait de bon ton d'en faire que 4, parce que les voisins nous ont consultés. Eh bien, si on en fait 5, effectivement, on va rentrer en procédure. On va rentrer en procédure, on va perdre du temps, on aura des DIA qui ne seront plus fléchés, donc, voilà. Donc, on obtempère. En fait, la problématique de ce pays, c'est qu'on est sur un pays extrêmement centralisateur, plus jacobin que jamais, où tout se décide à Paris, et lorsque les corps intermédiaires que le président de la République a laissés de côté et a dénigrés sont consultés, le texte est déjà écrit. À la limite, on peut changer une virgule. Bon. On a eu de grands débats sur l'encadrement des loyers, sur le plafonnement des honoraires de location. On a vraiment le sentiment que, d'une part, on n'écoute pas le reste de la France. Moi, j'ai dit souvent aux élus, je me suis fâché avec un attaché parlementaire qui suivait un élu spécialisé, soit dit, en passant dans le logement, en lui disant, mais franchissez le périphérique. Vous savez, allez de l'autre côté, dans ce pays qu'on appelle la France. Alors bien sûr, il va falloir que vous appreniez la langue. Mais vous apprendrez aussi des choses, vous apprendrez aussi la vie de tous les jours. Moi, mon voisin à la campagne, il a 1000 balles par mois pour vivre, il est en retraite, s'il n'a pas la chasse et puis un peu d'eau dans son coin pour arroser les tomates, eh ben il bouffe pas, il crève. Voilà. Alors après, on s'étonne qu'il y ait le phénomène des gilets jaunes. Il faut écouter les gens, il faut arrêter ces décisions jacobines centralisatrices qui arrivent à mettre en place la zone A, la zone B et la zone C, sans regarder si dans une zone C, il y a un bassin d'activité économique en plein développement qui a besoin de recruter et qui a besoin de loger des locataires qu'on ne pourra pas loger parce qu'on est en zone C et qu'on n'aura aucun avantage à investir dans des logements dans ce secteur-là. Donc, je crois on paye aujourd'hui un manque de vision stratégique majeure du logement depuis 10 ans. Baisse de la production, Philippe, tu l'as dit, non-vision à terme, évolution de la population. C'est pourtant pas compliqué. La démographie, c'est un truc sur lequel on peut assez rapidement savoir où on va aller. Il suffit de regarder les naissances et globalement, on sait où on va. On sait aussi qu'il y a une grande attractivité pour les métropoles. Donc il y a encore une fois, malgré le Covid et quelques bobos parisiens qui sont partis, il n'y en a pas eu beaucoup dans les Vosges, je crois. Pour un autre problème, c'est l'aménagement du territoire, parce que comme il n'y a pas la fibre, ils ne peuvent pas venir, parce qu'ils ne peuvent pas faire du télétravail. Mais bon, ça, on l'a oublié aussi. Voilà. Donc, il faut laisser le pouvoir aux élus locaux. Il faut regarder dans les régions, dans les bassins d'activité économique, les typicités, les particularités pour construire, pour loger nos concitoyens. La population augmente. Aujourd'hui, on a 37 millions de logements en France, avec des Français dont le salaire moyen pour 1 sur 2 est inférieur à 2 000 €. Comment se loger dans les métropoles où ils ont du boulot? Eh bien là, c'est une problématique qu'on n'a pas résolue et c'est pas en mettant 100 balles de chèque énergie à M. Dupont ou Mme Durand qu'on va résoudre le problème. On met des pansements sur des jambes de bois. Très bien. C'est très clair. Je vais vous donner un chiffre. On en parlait tout à l'heure, Philippe. En 1982, il y avait 54 millions d'habitants.
quelques centaines de milliers. Il y avait exactement le même nombre d'autorisations d'urbanisme qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard. La différence, c'est qu'il y a 17 millions d'habitants supplémentaires. Donc, Plus la décohabitation. plus la décohabitation, c'est-à-dire des cellules monoparentales de plus en plus fréquentes. Je donne la statistique juste sur l'Île-de-France, qui rassemble 8 départements, 1/5 de la population française. C'est un divorce sur 2. C'est quand même énorme comme besoin de logement. Olivier Bugette, président... Alors, moi, j'aime beaucoup Olivier, parce que c'est un peu comme vous, Philippe, c'est un self-made man. Il s'est fait tout seul, à partir de rien, et il a construit aujourd'hui une entreprise à dimension nationale. Olivier, il a la particularité dans la boîte IMO, c'est d'avoir une stratégie très orientée, très locale, de grande proximité. Il y a de la boîte IMO partout, dans toutes les petites agences, syndiquées ou pas, réseau assez peu. Tous les indépendants qui portent l'immobilier, et j'allais même dire qui portent un immobilier de conviction. Du point de vue de l'entrepreneur que tu es, avec cette relation de grande proximité que tu as avec tes clients, tu les entends en fait, les Français au quotidien. Et d'ailleurs, le siège de l'entreprise n'est pas à Paris. Le siège, il est ailleurs, qui est ta ville de naissance. Tu es resté ancré. Tu aurais pu aller à Paris, ça aurait été plus simple d'ailleurs, d'un point de vue business aussi, on aurait pu le dire. Non, tu es resté dans ta localité. Moi, je trouve ça remarquable. Dis-nous un petit peu, quelle est ta vision des choses, à l'instar de ce que nous a dit Philippe, Henri et Jean-François? Alors, merci de me donner la parole. Je me sens un peu mal à l'aise parce que je ne suis ni un élu et je n'ai absolument pas les compétences et les connaissances que ces messieurs à côté de moi ont. Donc, beaucoup d'humilité par rapport à ça. En revanche, je me dis en vous écoutant depuis tout à l'heure que le corollaire de ce que vous expliquez et qui est frappé du bon sens, eh bien, c'est ce que moi je constate au quotidien, auprès de mes clients. Alors, qu'est-ce que je constate au quotidien? Tout simplement une raréfaction des mandats. Depuis maintenant quelques années, c'est devenu un enfer pour trouver de nouveaux mandats. Et je constate que nos clients se battent ardument pour aller chercher de nouveaux mandats, aller chercher des logements à proposer à leurs clients. Et qu'est-ce qui se passe en face? Eh bien, nous avons des acquéreurs qui pourtant, très souvent, ont de très beaux budgets, des budgets tout à fait confortables, et qui pour autant n'arrivent pas à acheter, et qui rentrent dans un véritable parcours du combattant dans leur projet d'acquisition. On parle là de résidence principale. On parle de gens qui n'ont d'autres projets que de loger leur famille. Et on en fait tous un petit peu partie. Et lorsque l'on a ce projet qui devrait être un projet agréable, un projet constructif, eh bien, on se retrouve face à une réalité qui est extrêmement navrante, extrêmement frustrante, puisque on a bossé, on a mis de l'argent de côté, on est finançable, donc on a fait un tas d'efforts pour ça, et on est dans l'incapacité de concrétiser son rêve, de concrétiser son projet. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens se battent, les gens achètent par dépit des biens qui ne correspondent pas véritablement à leurs aspirations, et puis il se passe également une chose très simple, c'est que les prix explosent, et des biens qui se proposaient à la vente à des tarifs pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 ans, sont aujourd'hui à des tarifs qui n'ont plus rien à voir. Et donc les gens sont dans En fait, c'est la double peine, même la triple peine. Tu produis pas assez de logements neufs, tu as des contraintes sur le logement ancien avec le calendrier sur la rénovation énergétique qui va retirer, il faut quand même le dire, le président de Torolion avait indiqué plusieurs millions de logements et prévoyait une crise sans précédent. Et je pense que, sans jouer les Cassandres, il y a une réalité qui est en train de se profiler. Et on a l'impression d'une espèce de surdité de l'exécutif. Et troisième point, un effet ciseau mécanique qui fait que ceux qui auront les moyens, clairement les riches et ceux qui ont de l'argent, pourront se loger en centre-ville, et les autres sont relégués socialement loin des bassins d'emploi. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu constates. Au grand désarroi d'ailleurs des acteurs de l'immobilier, parce qu'il n'y a pas ici un agent immobilier qui va augmenter délibérément les prix, soyons clairs. Ce n'est pas son but. Les agents immobiliers ne sont pas des facteurs d'accroissement de la spéculation immobilière. On va être très clair là-dessus. Absolument, et c'est d'autant plus vrai que le pouvoir d'achat des Français est restreint par cette augmentation-là. Et le nombre de transactions peut particulièrement en dépendre directement, puisque lorsque l'on n'est plus en capacité d'acheter ou de trouver du mandat, forcément, ce sont des transactions qui pourraient être réalisées, qui pourraient être beaucoup plus nombreuses et qui ne le sont pas. C'est un véritable frein
chez nos clients à la vente. Alors, je voudrais vous redonner la parole pour un dernier tour et vous demander, Philippe, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que, on disait tout est politique, on avait quelques idées. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas militer pour une loi de programmation, à l'instar des grands ministères comme l'Intérieur ou l'armée, ou peut-être la création d'un nouveau commissariat au plan, tu vois, quelque chose qui permettrait de sanctuariser une politique du logement et non plus d'être chaque année soumis à un plan, à un projet de loi de finances ou soumis à un changement politique et qui change le paysage industriel de l'immobilier, par exemple. Quelles seraient les solutions? Alors, deux éléments. Tout à l'heure, vous l'avez abordé dans la présentation. On a la chance d'avoir Daniel Dubrac et Jean-Marc Torolion, les présidents de nos deux fédérations. Je voudrais dire à tous les professionnels de la salle, syndiquez-vous. Syndiquez-vous. Renforcez les syndicats. Si vous voulez être entendu, si vous voulez compter, il faut renforcer nos syndicats. C'est considérable. Dans le groupe, nous avons 2885 agences. Je les invite toutes à se syndiquer le plus possible. Le poids du président Torolion, le poids de la présidente Dubrac, qui peut être un jour le poids commun, sera d'autant plus renforcé que nous serons forts derrière eux. Excusez-moi, mais quand les paysans vont mal et que la FNSEA, elle éternue, eh bien, le ministre de l'Agriculture, il prend son manteau, il va sur le terrain. Ben, il serait grand temps que dans un besoin primaire comme l'immobilier, on arrive à la même chose. C'est la première des choses, le premier combat, il est nôtre, on peut le réussir, il faut s'engager. Ça coûte pas cher par rapport à ce que ça peut rapporter, et on a des gens qui mouillent leur chemise et qui font un travail remarquable. Le deuxième des points, c'est qu'il faut poser globalement le problème de l'immobilier. Je vais donner un exemple. Henri, qui est un vieil élu, a connu comme moi, pour les recettes des communes, on avait la taxe sur le foncier bâti, la taxe d'habitation, on avait la taxe professionnelle et enfin la taxe sur le foncier non bâti. La taxe sur le foncier non bâti, c'est des champs, ça ne rapporte rien. Ça n'a jamais rien rapporté. La taxe professionnelle, on l'a retirée des communes et on l'a donnée à l'intercommunalité. Et puis récemment, le président de la République a décidé qu'il n'y avait plus de taxe d'habitation. Qu'est-ce que c'est que la taxe d'habitation? C'est votre taxe à la consommation. La taxe d'habitation, vous profitez des écoles. Ben, il faut financer les écoles, c'est les communes qui le font. La taxe d'habitation, profitez des routes, il faut éclairer. Et ben, ça servait à ça. Et tout d'un coup, on l'a retiré. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste comme levier pour les maires? Uniquement une taxe. La taxe sur le foncier bâti. Il y a une vingtaine d'années, la taxe sur le foncier bâti, ça représentait en moyenne à peu près 1 mois de loyer perçu pour le bailleur. Aujourd'hui, c'est quelquefois 3 mois, 4 mois. Donc vous baissez encore la rentabilité, donc vous baissez le désir d'investir et de faire du logement privé. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir poser un Grenelle. Et ce Grenelle, il faut le faire avec nos syndicats. Il faut arrêter de mentir. La rénovation énergétique, elle ne se fera pas telle que prévue. Je vais vous donner un exemple, je le tiens du président Torolion qui est à côté de moi tout à l'heure. Copropriété dans une ville du Midi, Valence. On présente la rénovation de l'immeuble. Il y en a pour des ronds. Les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Il faut continuer de travailler. Ils ne votent pas le renouvellement énergétique immédiat de l'immeuble. Vous avez un copropriétaire, son appartement est dégueulasse, il ne peut pas le relouer. Et puis comme on a suspendu les travaux, ben, il ne peut pas le relouer demain. Alors il assigne la copropriété en dommages et intérêts pour pouvoir toucher son loyer. Il faut qu'il paye ses dettes et qu'il se rembourse. Vous êtes au pays du but. Donc il faut reposer les questions. Il faut se dire oui au renouvellement énergétique, on est tous sensibles à ça. Et puis franchement, c'est très bien. Mais donnons-nous les moyens de le faire. L'immeuble a un plan, je suis en train de parler à ta place, l'immeuble a un plan sur plusieurs années. À partir du moment où il est lancé, on laisse le temps et on laisse l'accès au logement. Voilà, il faudra faire un Grenelle et je suis persuadé que ça viendra parce que quand la machine va gripper, vous allez voir, il faudra répondre très vite. Un petit détail, à Paris ça divorce beaucoup, mais je te confirme qu'en province c'est pareil. Philippe, ça s'appelle une punchline. Hein. Merci. Henri, bon, bien sûr, on est d'accord. Alors, je réitère aussi un peu la question.
Parce que tu ne m'as pas répondu, Philippe, sur la question, sur la loi de programmation, sur quelque chose qui sanctuariserait une politique sur du long terme. Henri Esser, on est d'accord que l'immobilier et l'aménagement du territoire, ce sont des temps longs. Moi, les lois de programmation, je veux bien toutes les lois de programmation que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est l'application. Moi, je suis un élu local, je suis un homme de terrain, et je vois mes concitoyens tous les jours. Je vis dans ma commune, je fais mes courses dans ma commune, je me balade dans ma commune, etc. Je fais des efforts, j'ai construit un parking de midi, je roule en voiture totalement électrique, etc. pour bien montrer que je suis dans l'air du temps. Et j'y crois. Mais à un moment, il faut cesser de prendre les élus pour les poubelles de la République. Bien sûr. On n'a plus d'outils. Tu le disais, on n'a plus la fiscalité. Comment voulez-vous que je fasse avec une taxe d'habitation qui a été bloquée en 2017 ? Exact. D'accord ? Qui ne me donne pas d'augmentation en tant qu'élu local pour construire les équipements légitimement réclamés par mes concitoyens. Moi, je suis maire d'une commune qui a une population relativement jeune. On demande du périscolaire, des cantines, des surveillances, etc. Ça coûte très cher, d'accord pour les faire, mais j'ai plus d'outils. J'en avais un jusqu'il n'y a pas longtemps. C'était les taux d'intérêt très bas. Je pouvais discuter avec les banques, leur dire, écoutez, on est bien géré, on a une capacité d'autofinancement qui est bonne, on a un taux d'emprunt qui est très faible, donc c'est pas 1%, c'est 0,9, c'est 0,8, c'est 0,780, etc. Et puis il me disait banco, là, aujourd'hui, j'ai un périscolaire en cours, on est en phase de dépôt de permis, j'ai pas négocié les prêts, je vais être à combien ? 2,60 ? 2,70 ? On fait le calcul de la différence. J'aurai la liberté de la taxe d'habitation. Simplement, je pourrais anticiper la recette. Je pourrais dire, je sais que je construis tant de logements, que leur valeur locative, ça va être tant. Et à ce moment-là, sans m'attraquer fiscalement, j'aurai au moins une certitude de recette. Moi, j'ai été toute ma carrière chef d'entreprise. Alors, je fais du bâtiment industriel. C'est bien aussi. C'est bien aussi, d'accord ? C'était différent. D'ailleurs, j'en profite pour dire que là, j'entends parler que de logement, mais avec la loi zéro artificialisation nette, ma première préoccupation, elle est sur les zones d'activité. Parce qu'il va falloir décompter des consommations foncières. Il faudrait qu'on parle du ZAN une autre fois, parce que le sujet est très complexe. Mais là, il y a un véritable enjeu, et il y a un véritable enjeu pour l'attractivité des territoires. Un territoire qui aura consommé trop de foncier à partir de 2027 pourra plus construire d'hôpital, pourra plus construire de gare, pourra plus construire de lycée, etc. Il faut le savoir. On est quand même dans une seringue extrêmement contrainte. Hein. C'est pas une petite sous-cutanée qu'on est en train de nous faire. Hein. C'est une grosse intraveineuse, c'est même une ponction lombaire qu'on est en train de nous faire. Donc il faut qu'on soit méfiant. Si on n'a pas de réforme de fiscalité, moi je ne crois pas à l'avenir serein des collectivités territoriales. Donc la solution, il faut que le terrain soit prioritaire, parce que nos concitoyens, les Françaises et les Français, ils veulent aller voir leur maire et ils veulent des solutions. Et si on ne trouve pas de solution, ils nous engueulent. Parfois c'est très désagréable, mais en attendant, quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort. Henri, la Cour des comptes, à la question qui lui avait été posée sur la compensation à l'euro près sur la taxe d'habitation. Emmanuel Macron a dit on compensera à l'euro près. Certains élus locaux, les associations des petites communes, vous savez, et ainsi que l'AMF, a pointé sur certains élus locaux, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'elles sont vraiment pas égales entre elles, des pertes de dotation de l'ordre de 25, 30, des fois 40%. Est-ce que vous confirmez que la compensation, c'est pas forcément la martingale quand elle a été présentée telle quelle ? J'ai perdu 30% de compensation et j'ai perdu en dotation globale de fonctionnement, j'ai perdu 55% en 6 ans. C'est très clair. Cherchez l'erreur. Non mais c'est pas, Henri, c'est pas un langage politique là. C'est une réalité. En dehors de toutes les chapelles politiques, c'est un fait réel. C'est une réalité. Donc la Cour des comptes tient un discours qui est pas cohérent. Et on m'a répondu récemment, c'est parce que vous avez un IPS qui est trop important. J'ai dit un quoi, un IPS? Alors je sais enfin ce que c'est. C'est un indice de pression sociale. C'est-à-dire que moi je suis maire d'une commune qui loge, qui héberge 3 des plus grosses fortunes régionales. Et donc, ils ont des revenus qui sont conséquents. Donc, ils font monter mon indice de pression sociale. Mais par contre, j'ai 30% de logements sociaux. Ceux-là, normalement, ils devraient le baisser, mais on me dit que ça ne rentre pas tellement en ligne de compte. Ça a des conséquences terribles. Hein. Par exemple, sur le collège, on a des 6e à 35 élèves parce que l'indice de pression sociale est trop haut.
Donc c'est des enfants de milieux soi-disant favorisés, donc ils peuvent se coltiner à 35 dans un collège qui n'est pas en très bon état, où ils crèvent de chaud en été et crèvent de froid en hiver, mais ça fait rien. Vu de Paris, c'est réglé, puisque c'est rentré dans une case. Vous savez, on est dans la gestion sociétale du système Excel. On fait des tableurs. Et puis on regarde sur les tableurs. C'est comme quand on fait un compte d'exploitation prévisionnelle. On se dit, tiens, merde, il me manque 100 KF, où est-ce que je vais les chercher? Ah, j'ai une ligne là, personnelle. Hop, Ah ouais. je strafe. Voilà. Et puis je suis content, mon tableur, il me dit, c'est bon, il est en vert. Et bon, on fait la même chose avec l'administration du territoire. On fout tout ça dans un tableur Excel. Et puis après, on dit aux élus locaux, bah, démerdez-vous. Applaudissements pour Henri. Pour ça. C'est important qu'on prenne. Alors, encore une fois, c'est important que ces assises se déroulent et qu'on puisse communiquer là-dessus, Jean-François. Je sais que tu es d'accord avec ça et qu'on a du mal à comprendre pourquoi finalement on peut penser ou présumer qu'il y a un peu d'intelligence dans l'exécutif, c'est vrai. Et comment se fait-il qu'on en arrive à ce genre de situation? Quelles seraient les solutions? Eh ben, je pense qu'il faut retrouver de la simplicité, retrouver du pragmatisme, arrêter la pensée unique et retrouver l'esprit critique de nos philosophes du XVIIIe siècle. Et quand je dis ça, je pense à la phrase d'Alphonse Allais qu'il avait empruntée à un philosophe qui s'appelait Jean-Louis Commerson, qui disait « Il faut construire les villes à la campagne, car l'air y est plus sain. » Et quand on dit ça, je ne peux m'empêcher de conclure en reprenant la phrase de Geoffroy Roux de Bézieux aux universités du MEDEF dernièrement, qui a dit « L'écologie est un sujet trop sérieux pour la laisser aux écologistes. » Quelques mots de conclusion, Olivier. Alors, je ne sais pas si je vais faire la conclusion de tout ce qui vient d'être dit. Simplement, moi, j'aperçois chez nos clients qu'ils ont eux-mêmes affaire à des changements d'usage profonds qui sont le pendant de tout ce qui vient d'être énoncé. Et en l'occurrence, ils ont des demandes qui changent, qui évoluent. On voit qu'il y a une mobilité qui s'accélère très fortement ces dernières années, notamment depuis la pandémie, eu égard aux nouvelles manières de travailler. Évidemment, je fais allusion au télétravail qui rabat un petit peu les cartes et qui encourage les gens à s'organiser différemment vis-à-vis de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle. Et ça a un impact important dans leur demande, dans leur désir d'accéder à la propriété. Et encore faut-il en face pouvoir trouver les opportunités qui, là encore une fois, manquent cruellement. Donc, j'espère qu'il y a un équilibre entre l'aménagement du territoire et les aspirations des Français qui va pouvoir se mettre en œuvre et que nos agents immobiliers pourront s'adapter et avoir des réponses à apporter concrètes sur ces sujets. Merci beaucoup pour cette première partie de table ronde. Vous restez avec moi. Je voudrais qu'on fasse un triomphe à Philippe Briand, fondateur du groupe Arche, maire de Saint-Cyr. Merci, ne change rien. Henri Asser, vice-président de l'Eurométropole, maire de Bar-Saint-Martin. Merci Henri, ça nous a fait beaucoup de bien. Un triomphe également à Jean-François Buet, vice-président de la FUAIM, président du groupe éponyme et président d'Abélis, un acteur du logement social. Et j'invite à me retrouver, maintenant c'est de tradition, sur le plateau pour le débrief, François Langlais. Applaudissements. Alors, mon cher François, le sujet éminemment politique de l'aménagement du territoire et des leviers dont bénéficient les élus locaux est un sujet en soi passionnant. On voit bien la césure entre cet État jacobin qui règne à Paris et qui définit sur des lignes ou sur de l'excellisation, comme le rappelait Henri Asser, où on a l'impression d'avoir deux France. Oui, c'est vrai. Au fond, mais vous l'avez dit les uns et les autres, c'est très français, quoi. Hein. On est tous un peu là-dedans. Votre histoire des fenêtres est saisissante. Il y a la douche à l'italienne, là, qui est aussi un must en matière de complexité. C'est vrai que
ce qui est surprenant, c'est que plus le temps passe, plus ça s'aggrave. Alors qu'on aurait pu penser que c'était des travers culturels, historiques, qui correspondaient à une époque révolue, et qui, à l'heure des nouveaux outils qui, en principe, facilitent la gestion, ça disparaît. De France, alors traditionnellement, on opposait les villes et les campagnes. C'est vrai que la question de l'avenir des villes se pose sous un jour un peu neuf depuis un moment. Bien sûr, les villes ont toujours eu un potentiel d'attraction très important. C'est saisissant de voir d'ailleurs dans tous les pays la métropolisation de l'économie. C'est-à-dire que chez nous, c'est les 13 grandes agglomérations qui concentrent 80% des créations d'emplois, des créations d'entreprises encore bien davantage. Et c'est comme ça partout. Finalement, plus le développement économique se poursuit, plus les villes grandissent. Et d'un certain côté, le rattrapage chinois, les 40 ans de croissance extraordinaire que le pays a connu, ça n'est pas autre chose qu'un gigantesque exode rural qui a fait basculer 800 millions de paysans sur la côte occidentale et ses grandes villes. C'est ça, la croissance chinoise. Et d'ailleurs, elle doit énormément à l'immobilier. Et puis, justement, au service que vous évoquiez, il faut des piscines, des écoles, des routes, etc. Donc, les villes n'ont cessé de dévorer, au fond, l'activité économique au détriment des autres zones de notre pays et, disons, de façon générale dans le monde. Pour autant, est-ce qu'on n'est pas à la veille d'un rééquilibrage? C'est l'idée que je soumets devant vous avec précaution. Mais c'est vrai que, alors, il y a eu évidemment le télétravail, cette découverte quand même tout à fait étonnante. Les outils étaient là depuis longtemps, personne s'en servait, et brutalement, par nécessité, on les a apprivoisés. Zoom, par exemple, ça date de 2012. Mais auparavant, c'était une petite boîte confidentielle. Désormais, chacun d'entre nous dans cette salle sait ce que c'est. Chacun d'entre nous l'a utilisé probablement des dizaines de fois dans les derniers mois. Et c'est vrai que ça a permis de délocaliser à l'intérieur de notre pays. Et ça, c'est quelque chose de très positif, potentiellement, parce que ça a permis, justement, en partie, le rééquilibrage des territoires, alors qu'on s'arrachait les cheveux, si je puis dire. Je ne suis pas très bien placé pour utiliser cette expression, mais pour essayer de le faire avec des directives, des lois, etc. Et finalement, cet événement incroyable qui a été l'épidémie a libéré cette évolution très positive. Positive pour l'instant. Moi, j'ai tendance à penser que ce qui est délocalisable à la campagne, justement, il peut aussi se délocaliser en Hongrie ou ailleurs. C'est-à-dire que les entreprises, à partir du moment où elles auront pris l'habitude de ne jamais voir leur comptable, parce qu'il est sur la côte atlantique, un jour ou l'autre, elles se diront, mais au fond, le Hongrois fait exactement la même chose pour 6 fois moins cher, et avec une sécurité qui est tout aussi grande. Donc, c'est d'ailleurs assez curieux, enfin, ça m'entraîne sur un chemin de traverse, mais on a vu la délocalisation des cols bleus dans les 30 dernières années. Aujourd'hui, c'est les cols blancs. Alors que les cols bleus, ceux dont on a besoin de la présence, eux, c'est eux qui vont voir leur salaire plus augmenter parce que c'est eux qui justement sont des emplois en tension, en pénurie aujourd'hui. Donc il y a une inversion là, du rapport de force. Premier élément, le télétravail. Donc. Le deuxième qu'on oublie souvent, c'est le vieillissement de la population. Il y a beaucoup plus de retraités. Les retraités, c'est pas des rats des villes. Généralement, ils préfèrent avoir des endroits un peu plus calmes. Ils ont moins besoin d'être au cœur de la vie collective. Et du coup, le vieillissement de la population, je pense mécaniquement, va rééquilibrer les territoires en faveur des villes moyennes ou des zones un peu plus rurales, en tout cas. Tout ça va se faire lentement, mais en même temps, les évolutions démographiques, elles sont à la fois très lentes et très puissantes. Et puis, le troisième élément, c'est les prémices de réindustrialisation, qui sont un peu les conséquences de ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un monde en partie démondialisé, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ou bien de montée des coûts en Chine, ça va devenir, au fond, presque plus intéressant de produire près de chez nous, sans compter les questions du transport qu'on évoquait aussi. Si on se met à facturer vraiment le prix de l'énergie de façon durablement élevée, le transport par bateau, il va changer de prix relatif. Donc, réindustrialisation. Or, on l'oublie souvent, la métropolisation de l'économie,
c'est la conséquence de la désindustrialisation et du fait que les services montent en puissance. Parce que, par définition, les services, qui impliquent un contact, et ils sont produits dans les zones à forte densité. Et alors que l'industrie, elle peut être tout à fait produite à 100 km des villes, à 200 km d'une ville. C'est pas très important, au contraire, c'est même mieux, parce qu'il y a du terrain moins cher et on a besoin de terrain pour l'industrie bien davantage que pour les services. Donc, derrière disons, la dévoration des villes, il y a la montée en puissance des services, et on peut se demander si elle n'est pas en train de s'infléchir pour des raisons à la fois géopolitiques et culturelles, avec les bénéfices qu'on en peut attendre pour les territoires qui jusqu'ici avaient été privés de ressources économiques et de vitalité économique. Merci. Applaudissements pour François Langlais. Merci. Voilà, je voudrais qu'on fasse de nouveau un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Briand, Henri Hasser, Jean-François Buet et Olivier Buget. La prochaine table ronde